simplement parce que c'est notre première activité qui dépasse un peu le niveau de la poutine. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a fait beaucoup de réunions de poutine, essayer d'organiser les choses, structurer, s'expliquer entre soi ce qu'on voulait faire, ce qu'on avait l'intention de faire, et essayer de se comprendre, parce que je ne suis pas sûr que je comprends tout ce que dit Simon et réciproquement, et on est tous dans un vocabulaire qui nous est peu familier. Je suis juriste. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses de ce que dit Simon qui me sont mystérieuses. J'ai l'impression d'en comprendre une partie. Et inversement. Et probablement inversement. Donc là, c'est la première fois qu'on a une rencontre là avec vous, dans laquelle on oublie notre poutine, on oublie l'organisation du séminaire et on se plonge dans un dialogue. Et donc je vais un petit peu expliquer le but du séminaire, 3-4 minutes. Ensuite, je vous présente 1 minute. Et puis ensuite, vous dites ce que vous avez à dire. D'accord. Tant que vous avez choisi de parler. Vas-y. C'est Marie-Pierre n'est pas là. Bonjour Marie-Pierre. Marie-Pierre est là. Tu lui mets la caméra vers elle. Tu relèves ton écran. Comme ça. Il n'y a pas de caméra là, c'est bizarre. Non, tu verras rien, Mariella. Non. Je ne vois rien non plus. Un instant, je démarre. On devrait voir. Je démarre la vidéo. Voilà. Je ne maîtrise pas tout à fait. Très bien. Voilà. Et là, il faut que tu regardes si l'image en bas est bonne. Voilà. Je ne vois pas l'image, c'est drôle. Hein? Il faut aller cliquer sur vidéo quelque part. Oui, mais je ne vois pas où il est vidéo là. Ah. C'est bizarre, avant, je l'ai vu. Au-dessus du clavier. Au-dessous de l'image. Ça doit être en dessous de l'image. Oui, mais je la vois pas et je ne vois pas où. Ça, c'est drôle. Hein? Oui. Avant, Voilà. je l'avais vu. Alors, Mariella Pandolfi, qui est anthropologue à l'Université de Montréal. Qui se trouve à Rome. écoutez, j'essaie de vous rappeler moi-même. Oui, je me rappelle. D'accord, essayons ça. Comme ça. Oui. Alors, pendant que Mariella, voilà Michel qui revient. Bon, tu reviens pas On s'est bredouille. retrouvés. Tu reviens pas bredouille. À chaque fois que je descends, il y a quelqu'un qui arrive. Ok, alors tu vas descendre. Bon. Commençons. Et je vais proposer à Joël Desrosiers de présenter rapidement le séminaire, parce qu'il y a des nouvelles têtes. Et donc, je vais parler 3 minutes peut-être du séminaire, de ce qu'on essaie de faire. Et ensuite, présenter Joël Desrosiers, Voilà. puis ensuite, vous parlez, puis ensuite, Oui, mais je on ne dialogue. vois pas. Ah, voilà. Là, nous, on te voit. Ah, bonjour. Nous, on te voit. Ça va? Bonjour, Mariella. Ça va? Ça va très bien. Je suis la vie en fait. Il y a du soleil, on dirait, à Rome. Écoute, aujourd'hui, oui. Oui. Il y a eu la neige, comme tu sais. Ah oui, mais il y a de la bière. J'ai complètement, oui. Ah oui. J'ai vécu un vrai hiver canadien en Italie. Voilà. Comme quoi, ça vaut pas la peine. Hein. Vaut mieux rester ici. Bien. Je pense exactement la même chose. Alors, nous commençons. Très bien. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots sur le séminaire. Le séminaire est né d'une discussion entre Simon Harel et moi-même sur le pont supérieur des bateaux de croisière du parc des 1000 îles au large de Gananoque. Nous étions en réunion de la Fondation Trudeau et on s'est retrouvés sur le pont supérieur et on a commencé à discuter il avait fait une présentation extrêmement intéressante sur le mouvement, la migration, etc., et le déplacement dans la littérature. Et je lui ai dit que on devrait peut-être, et nous nous sommes dit, parce que c'était mutuel, qu'on devrait peut-être faire un séminaire sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire cette idée de migration, que lui travaille à partir de la littérature, que moi je travaille à partir du droit. On savait tous les deux, moi je ne le connais pas beaucoup, mais qu'il existe un courant théorique droit et littérature,
qui a une certaine importance, un certain nombre d'objectifs. Mais je pense qu'au-delà de ça, l'idée était d'engager un dialogue sur des œuvres. C'était ça l'idée. Pour moi, il ne s'agit pas tellement d'une quête de théorie littéraire. Pour lui, il ne s'agit certainement pas d'une quête de théorie juridique. L'objectif, c'est de voir comment, au travers d'une démarche de séminaire, nous arrivons à mettre en lumière le mouvement migratoire, le passage de la frontière, l'exil, comme un phénomène extrêmement complexe qui a des dimensions juridiques, politiques, mais aussi sociologiques et anthropologiques, et qui se retrouve dans l'univers de la représentation littéraire. Et comment est-ce qu'on peut arriver à discuter de ça intelligemment? Il n'y a pas vraiment d'hypothèse que l'on essaye de vérifier, on essaye simplement de s'engager à en parler et d'arriver à trouver des choses. Alors, on a quand même choisi un thème général pour l'année prochaine, qui est, si j'ai bien compris, je ne sais pas si on a retenu le titre suivant, Droit et littérature, ou littérature et droit. La préséance n'est pas... Dans la langue, il faut une préséance, mais on n'a pas vraiment choisi. 2 points, violence et migration. Donc, il y a quand même l'idée de la violence, du trauma, de la rupture, de quelque chose qui s'est passé et qui nous change profondément, qui a émergé de nos discussions. Et donc, ça va s'organiser un petit peu autour de ça. Nous n'avons pas, je répète, d'hypothèse à vérifier pour l'instant. L'idée, c'est de voir, est-ce qu'on peut vraiment engager un dialogue entre juristes et littéraires, mais également sociologues, anthropologues, psychanalystes, etc. Comment est-ce qu'on peut faire pour se parler de quelque chose qui a des facettes multiples et qui nous interpelle tous, même si c'est encore au plan politique et juridique une face un peu cachée de nos sociétés. Ce séminaire va s'organiser à partir du mois de septembre. Ça va être un séminaire qui va durer de septembre à avril, un séminaire gradué, universitaire, avec des étudiants inscrits, des étudiants en droit et en littérature, espérons-nous. On espère que ça va attirer du monde. En droit et en littérature, on peut imaginer qu'il y aura des étudiants d'autres disciplines qui s'inscriraient aussi. Il aura lieu aux 2 semaines. La semaine intercalaire étant occupée par d'autres activités du type conférences d'auteurs, films, etc., que nous projetterions et après lesquels nous aurions des discussions. Mais le séminaire lui-même va étudier un certain nombre d'œuvres à partir d'un point de vue juridique et d'un point de vue littéraire. Et là, on compte sur les étudiants pour faire un travail en commun d'analyse et de voir comment ils se nourrissent l'un l'autre et de nous amener cette réflexion. Pour préparer ce séminaire, parce qu'évidemment, nous ne sommes, Simon et moi, et probablement vous autour de la table, pas vraiment préparés à un séminaire comme cela. Moi, mes connaissances de théorie littéraire sont quasi nulles, et je pense que les connaissances juridiques de Simon ne sont pas loin de ça non plus. Et donc, il faut préparer un séminaire comme ça. Et donc, on a entrepris toute une série de réunions depuis juin, en fait, depuis le mois d'août, pour essayer d'explorer entre soi ce qu'on essaye de faire. Ensuite, lui donner une forme, penser au corpus. On a eu de belles discussions sur un corpus pour l'année prochaine, ces dernières réunions. Et nous voulions inviter également un certain nombre d'auteurs, d'acteurs, pour nous parler de ce qu'ils font et de voir comment on s'initie à ce genre de travail et comment on arrive à travailler ensemble, à dialoguer ensemble autour d'une œuvre. Et Simon a proposé que John Desrosiers se joigne à nous. C'est pour ça qu'on vous reçoit avec grand plaisir. 3 petits mots sur vous. Vous êtes connu, mais ça ne nous dispense pas de vous présenter. Vous êtes vous-même migrant, et plusieurs fois migrant. Vous êtes, je crois, né en Haïti, venu au Canada très jeune, reparti en France pour des études, revenu au Canada. Dans vos biographies, on dit que vous êtes nomade, errant, etc. Donc, il y a cette idée du mouvement. Vous avez suivi à Strasbourg les séminaires de psychiatrie, de psychanalyse de Lucien Israël, qui travaillait à l'époque sur Marguerite Duras, autre migrante errante tout à fait intéressante. Et vous avez beaucoup publié, vous avez publié
des recueils de poésie, des nouvelles, qui vous ont valu des prix, prix de la Société des écrivains canadiens, Grand Prix du livre de Montréal, Grand Prix du Festival international de la poésie, Vétiver en traduction anglaise a obtenu le prix du gouverneur général, et vous avez eu récemment le prix Athanase David en octobre dernier pour l'ensemble de votre œuvre, qui est quand même un prix extrêmement prestigieux ici. Nous vous avons invité pour nous parler de la migration, de l'errance, de l'exil, au travers de votre œuvre, de votre vie, de votre expérience. Donc, la parole est à vous et ensuite, on la partagera. Bien, merci infiniment François Crépeau de cette très amicale présentation. Je suis très honoré d'être ici parmi vous aujourd'hui. Je veux remercier Michel Peterson, Simon Harel également d'avoir pensé à m'inviter. Et je vois là Nicolas Goyer qui est présent parmi nous. Merci d'être là. Et François Crépeau m'a introduit comme un migrant. Il est vrai que je suis un fils de réfugié politique. Je suis arrivé au Québec enfant parce que mes parents avaient été expulsés d'Haïti pour des raisons politiques. Une famille est l'une des premières familles, sinon la première, à s'être opposée à Duvalier avant même qu'il soit élu. Les oncles ont interdit à Duvalier, père François Duvalier, de venir faire campagne au Caille, dans le sud d'Haïti, en lui disant « Vous ne viendrez pas souiller notre ville ». Donc il nous a remis l'appareil, puisque mon grand-père, le père de ma mère, mon grand-père maternel, a été, et ceci c'est officiel, puisque c'est dans le Moniteur, au journal officiel d'Haïti, le premier décret de François Duvalier, après avoir été investi de la fonction présidentielle, son premier décret, lundi matin 8h, a été de chasser mon grand-père de la magistrature. Donc c'est le premier acte illégal de Duvalier. Le premier acte politique de Duvalier. Donc, si bien que cela a une fonction symbolique. Mon grand-père est un migrant également. Mon grand-père est né en France et est arrivé en Haïti à l'âge de 28 ans. Ne parlant pas le créole, mais de père haïtien et de mère française. Et mon grand-père est élevé à Bordeaux et à Paris et est arrivé en Haïti par patriotisme, avec une intention patriotique, puisqu'il y avait une tradition familiale d'incarner des valeurs de liberté, des valeurs d'émancipation, des valeurs, puisque j'ai également un aïeul, maternel également, Nicolas Mallet, qui est un colon français, c'est-à-dire un colon français qui possédait des esclaves, qui avait épousé une créole, Suzanne Goguette, ce qui était interdit par la loi Colbert, première transgression, il était interdit aux Blancs d'épouser les femmes créoles. Nicolas Mallet a épousé Suzanne Goguette et s'est porté du côté de la révolution haïtienne, de la révolution de Saint-Domingue, et tout en étant colon, a fondé une petite armée et est devenu officier de l'armée indigène et a signé l'acte d'indépendance d'Haïti. Donc voilà, un homme, un jour je lui consacrerai un livre, puisque j'ai toujours pensé que c'est par amour qu'il est devenu révolutionnaire, tout en étant originaire d'une classe sociale, la plantocratie, c'était pas un petit colon, c'était un grand colon. Donc il y avait des colons français qui étaient du côté de la révolution de Saint-Domingue. Donc dans mon histoire familiale, il y a donc ces idéaux de liberté, ces idéaux révolutionnaires qui ne sont pas uniquement des concepts, mais qui ont été incarnés dans mon histoire familiale. Lorsque ma grand-mère me racontait l'histoire familiale, c'était notre histoire, l'histoire du pays était notre histoire familiale. Donc il y avait là une attitude et une position par rapport à la migration, par rapport aux idées de liberté, par rapport à la violence également, puisque nous avons payé très cher cette incarnation. Lorsque je suis arrivé au Québec, j'ai appris enfant que j'étais migrant. C'est quelque chose qui était nouveau, puisque ma ville natale, la ville d'Écaille, c'est une ville qui est ouverte sur la Caraïbe, et d'un côté, je vois le plan historique, une partie de ma famille était immigrée à Cuba, dans la province de La Corriente, à Camagüey et à Santiago de Cuba. Alors, les oncles venaient, faisaient le va-et-vient, et quand ils arrivaient, c'était des Cubains.
Et mes cousines étaient cubaines. Et ils écoutaient la musique cubaine. Et ils mangeaient cubain. Et ils parlaient l'espagnol, etc. Si bien que, très vite, l'immigration faisait partie si vous voulez, du mythe familial, du roman familial. On avait des gens un peu partout, en Guadeloupe et en Martinique également. Mais il faut savoir que plutôt que cela, cette idée de la migration et de la violence est une idée qui a été incarnée très vite par ce que j'appelle les vecteurs de la Révolution de Saint-Domingue, c'est-à-dire Jean Quinat, François Rigaud, Augustin Rigaud et André Rigaud. Pourquoi je cite leur nom? Parce que je suis rigaudin. Mon aïeul, une de mes aïeules, c'est Andrinette Rigaud, c'est la fille d'André Rigaud. Qui sont ces hommes? Ce sont trois frères, Nicolas Rigaud, Augustin Rigaud et André Rigaud, qui ont incarné la révolution métisse dans le sud d'Haïti en s'opposant par une guerre civile terrible qui a fait 40 000 morts dans une population de 400 000 personnes. Une guerre civile qui a eu lieu avant l'indépendance, de 1800 à 1800. Une guerre civile qui a opposé André Rigaud, général du Sud, à Toussaint Louverture, qui était l'incarnation de l'idée de la liberté. Sauf que Toussaint louvoyait entre les métropoles. Il était tantôt du côté des Espagnols, tantôt du côté des Anglais, tantôt du côté des Danois, tantôt du côté des Américains, alors que André Rigaud était fidèle à la France. Pour avoir été fidèle à la France, il a été donc contraint de porter des idéaux démocratiques de la Révolution française, puisque ces gars-là étaient élevés en France. Quand ils sont retournés à Saint-Domingue, donc ils étaient porteurs de cette vision des choses, et se sont opposés, au moyen d'une guerre civile, à Toussaint Louverture. Donc cette guerre était terrible, j'en parle dans un de mes livres, dans Caïque. C'est une guerre dont on ne parle jamais en Haïti, puisqu'il y a là une puissance d'affect énorme, telle que la tristesse, la violence, la destruction demeurent encore dans la mémoire, mais aucune intention mémorielle, aucun monument, aucun acte, aucun livre n'a parlé de cette guerre du Sud, qui était une guerre terrible. Lorsque les gens du Sud, les Rigaudins, ont perdu cette guerre, eh bien, ils se sont réfugiés, ça commence comme ça, dans les îles aux alentours. À Curaçao pour Augustin et pour Nicolas Rigaud à la Guadeloupe. Donc, ces hommes furent des vecteurs de la révolution de Saint-Domingue dans les autres îles françaises. Ils ont porté les idéaux de la révolution de Saint-Domingue, elle-même fille de la Révolution française, dans les îles françaises, en particulier à la Guadeloupe, où François Rigaud, frère d'André Rigaud, est devenu le porte-parole, a incarné les idéaux de la Révolution française à la Guadeloupe et a participé à la guerre nationale en Guadeloupe aux côtés de Delgrès, héros national de la Guadeloupe, contre les Français. Donc, voilà une histoire familiale. Hein, ce monsieur est François Rigaud, et donc l'oncle d'Andrinette Rigaud, qui est mon aïeul maternel. Donc, voilà dans quoi j'ai été élevé. J'ai été élevé dans une épopée familiale, qui n'est pas fictionnelle, qui est réelle, qui est une histoire de ma famille. C'est une histoire de bataille, c'est une histoire de sang, c'est une histoire de violence, et c'est une histoire également de dignité. Alors, me voilà, enfant, ayant assisté à des événements auxquels un enfant ne devrait pas assister, si bien que je suis devenu un petit bonhomme. Je suis arrivé au Québec, j'avais 9-10 ans, j'avais une maturité forcée d'avoir vu des éléments d'une très grande violence contre ma famille. Donc je suis devenu enragé, hein, empreint, habité d'une grande colère contre l'injustice, contre ce que j'estimais être
personnellement en tout cas, quelque chose d'intolérable. Alors je me suis porté très vite vers cette revendication sur le plan politique et sur le plan, je dirais, également affectif. Et alors, quand j'étais à Brébeuf, c'est un collège là sur la Côte des Neiges, j'ai organisé des séminaires, un peu comme le nôtre aujourd'hui. Adolescents, les pères, c'était des pères jésuites à l'époque, il y a quelqu'un qui était à Brébeuf ici sans doute, m'avaient prêté un chalet dans la Laurentide. Et le week-end, j'organisais des rencontres avec des intellectuels de tout bord, tout côté, des intellectuels progressistes, des économistes, des gens de sciences humaines, etc., portant sur la question coloniale, néocoloniale et sur la question haïtienne. Et à 14 ans, j'ai eu le bonheur d'avoir la GRC venir à Brébeuf. Comme d'habitude, voilà. C'était l'époque du FLQ, et j'ai été accusé, à 14 ans, d'organiser la guérilla haïtienne avec le support du FLQ dans les Laurentides pour envahir Haïti. Voilà. Donc, alors les pères étaient estomaqués de dire comment c'est ce que tu fais avec la chalet, faut te prête le week-end. Scénario probable. Scénario probable. Hautement probable. Alors, le consul d'Haïti à Montréal, qui n'était pas un consul mais un espion en réalité, m'avait dénoncé auprès des autorités canadiennes et haïtiennes. Donc, ça n'a fait que décupler ma colère. Je suis devenu encore terriblement m'opposant, puisque ça me pourchassait, cette violence me pourchassait dans mon exil canadien et québécois. Je pensais être à l'abri de ce genre de choses. Non, pas du tout. J'étais poursuivi jusqu'ici par une vindicte injuste, etc. Il faut dire aussi que j'étais responsable du journal du collège, rédacteur en chef, et je publiais des articles assez enflammés. C'est ce qu'on fait quand on a 15 ans, 16 ans, on ne peut pas faire autrement. C'était aussi l'époque de mai 68, mai 61, c'était donc 70, donc j'étais dans cette ambiance-là parfaitement de mon temps et de mon moment. Et mes articles m'avaient valu également quelques convocations chez le préfet de Brébeuf, mais on m'avait laissé la liberté, on ne m'avait pas expulsé du collège à l'époque. Donc, voilà dans quelle ambiance j'ai été élevé, je vous dis un petit peu comment étaient les choses, et je suis parti en France vers 17 ans. Comment la littérature vient s'inscrire dans cette trajectoire? Je suis parti en France pour tomber juste après mai 68 à Strasbourg, parce que Strasbourg c'est une ville qui m'intéressait, puisqu'il y avait là une excellente école de médecine, je voulais faire médecine, je voulais faire psychiatrie. J'étais fanonien à 14 ans. Quand j'ai découvert Frantz Fanon, il a donné de la terre, Paul Noir, Masque Blanc, l'enseigne de la Révolution chez Maspero, j'ai dit, je veux devenir comme ce type. Je veux devenir psychiatre et essayiste et poète. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. J'avais trouvé là mon modèle, et j'en parle avec émotion, puisque pendant très longtemps, je n'ai plus relu Fanon pour pouvoir m'éloigner de ce modèle. Et je me suis trouvé à Strasbourg, dans une ville particulièrement riche, dans le sens que c'est une ville qui était portée par les situationnistes. Le mai 68, en fait, est parti à Strasbourg par cette extraordinaire manifestation qui a eu lieu à Strasbourg, et aussi par la déclaration de cet étudiant arabe dont le nom m'échappe, mais qui avait publié un manifeste, vous pouvez le trouver sur Internet, sur la misère des étudiants français. Ce manifeste-là a été le manifeste qui a
lancé mai 68 en France, avant les manifestations de Paris, avant Daniel Cohn-Bendit et etc. Donc, j'arrive et ce sont les situationnistes qui m'ont accueilli. Mon premier appartement, j'ai traîné dans un bistrot qui s'appelait La Victoire, quai des Bouchers. C'est magnifique, une très belle église, les quais, vous connaissez peut-être Strasbourg, c'est une ville sublime. Et c'est une ville aussi métisse. C'est une ville créole. C'est une ville à la fois française et alsacienne, Hochdeutsch, qu'on parlait beaucoup dans les rues à l'époque. C'est une ville qui, paradoxalement, m'a permis de retrouver mon identité de métisse. C'est une ville de frontières, c'est une ville qui est une interface. Et ce lieu-là m'a été bénéfique, puisque ça m'a également ouvert à la psychanalyse, puisque je suis allé très tôt, dès ma première année de médecine en fait, m'asseoir le mardi soir, les mardis du professeur Israël, Lucien Israël, qui était un très grand psychiatre et psychanalyste, qui était en fait quand la n'allait pas bien, il allait voir Israël. C'est vous dire. Et donc, Israël m'a enseigné, d'abord un peu comme vous le disiez François Crépeau, dans une langue qui n'était pas la mienne, que je ne comprenais pas tous les concepts analytiques au départ, parce qu'il avait une langue assez amphiborique, et au fur et à mesure, cette langue m'est devenue familière, et je ne ratais jamais les rencontres extraordinaire de Lucien Israël. Et lorsqu'il est venu au Québec plusieurs années plus tard, je l'ai accueilli au centre juif, là, toujours sur Côte-Sainte-Catherine. Il y avait un hommage qui lui avait été rendu, et il était très ému lorsque je l'ai accueilli, je lui ai rendu hommage pour son enseignement et pour également sa qualité d'homme. Voilà, mais... Et puis, parallèlement, j'assistais au cours de Roland Barthes, qui venait à Strasbourg enseigner une fois par mois. Il donnait un séminaire et je me faufilais, sans être inscrit naturellement, en lettres, mais j'allais écouter Barthes. Donc, j'écoutais aussi quelques intellectuels italiens qui venaient. À l'époque, c'était l'antipsychiatrie qui était la doctrine à la mode. Donc, on faisait venir quelques psychiatres et psychanalystes italiens de l'époque qui avaient fondé, si vous voulez, la psychiatrie communautaire, c'est-à-dire en dehors des hôpitaux. Mouvement qui aura beaucoup d'ampleur au Québec également lorsqu'on passera à la désinstitutionnalisation de l'ESAS. Alors, voilà un peu mon parcours. Parcours qui est un parcours assez classique, en fait, sur trois espaces. L'espace antillais, l'espace créole. Espace créole qui est lui-même habité, si vous voulez, par des migrations, de familles. Je n'ai pas pu, à cause de cette dénonciation pour complicité avec le FLQ, voyager en Haïti. Et donc, je me suis rabattu sur les Antilles françaises, comme île substitut. Donc, je suis allé beaucoup à la Guadeloupe et à la Martinique pendant de nombreuses années. Et tout en restant arrimé au Québec. Puisque après mes études en France, je suis revenu au Québec. L'écriture, elle, m'accompagne depuis l'enfance. Je suis un enfant. Ma mère était avocate, ensuite elle est devenue psychologue. Donc j'ai subi, j'étais victime de la toute-puissance maternelle. C'est-à-dire que ma mère m'a appris à lire et écrire très tôt. Donc à 2 ans et demi, je savais lire et écrire. Et pour elle, c'était parfaitement normal, puisque elle-même avait été comme ça, elle avait fini son bac à 15 ans. Donc c'était la norme. Mon père était, à 16 ans, professeur de latin dans son collège. Il lisait le latin à livre ouvert, à Perto Libro. Il m'accablait de maximes latines, en général assez hostiles et violentes, comme
j'ai appris plus tard ce que ça voulait dire. Parce que son père à lui était comme ça, il était latiniste. Alors voilà, c'est des Antillais latinistes. Je les appelais les latins tropicaux. Ils parlaient grec et latin. Ils n'étaient pas francolâtres, ils étaient francophiles. Mais c'était des types terribles dans leur identité. Et la langue française était un butin de guerre, arraché de haute lutte aux colons. Il fallait maîtriser la langue française de façon absolue. Naturellement, c'était une approche de la langue qui me terrifiait. Je me disais, je ne peux jamais parler cette langue comme ça, parce que mes parents, mes grands-pères parlaient la langue française comme une phrase écrite. C'est plus tard que j'ai appris que ça pouvait exister. J'ai entendu Aragon et Yourcenar parler comme ça. Pierre Bergogneau parle comme ça. Pierre Bergogneau, voilà. Hein, il y a des gens qui parlent comme si c'était écrit. Et donc, j'ai été élevé dans cette ambiance de cette passion pour la langue française, et on pouvait perdre son honneur pour plus que parfait, un subjonctif mal accordé. Hein. On pouvait être déshonoré pour avoir flétri la langue. Donc, et pourtant, c'était, je n'avais pas d'autres éléments de comparaison. Donc, c'était naturel. C'est cela, un enfant qui était élevé dans un tel modèle, c'était ça. Donc, j'étais un enfant bibliomane. Bibliomane parce que je dévorais tout ce qui me tombait sous la main. Donc, je lisais énormément, beaucoup, et c'était, je me rappelle une anecdote, mon parrain était président de la Cour suprême de Haïti. C'était un juriste de grande qualité, latiniste lui aussi, et quand je venais tous les 1er janvier lui rendre visite, il avait sur une table une pièce de toile, un tissu. Et puis il avait un thème ou une version latine à côté de lui. Et je devais lire avec lui. À la fin de la lecture, je recevais cette pièce de tissu avec une note, j'allais chez son tailleur qui devait me faire un costume semblable au sien. Voilà, il y a des hommes comme ça. Hein. C'était mon cadeau annuel. Mes étrennes, c'était ça. C'était une version et puis le costume qui était semblable au sien. Ça imposer l'identification. Imposer l'identification, voilà, exactement. Et c'était un grand obsessionnel, parce que quand je venais, j'entendais, il était mozartien. Alors il jouait, mais entre chaque page, il plongeait ses mains dans un bassin d'eau savonnée. Et alors il y avait une domestique qui lançait une serviette, parce qu'il ne fallait pas le toucher, il se nettoyait la main, et tournait la page, et continuait Mozart. C'est comme ça que j'ai vu mon parrain. Alors il y avait naturellement une mare d'eau autour du piano. Hein, parce qu'il était un grand obsessionnel. Je crois que ma carrière, ma vocation, et c'était un juriste. Hein, nous y sommes maintenant. Vous voyez, j'ai pris du temps pour juriste obsessionnel. Voilà, bon, hein, nous y sommes. La littérature va venir, et je crois que ma vocation de psychiatre est née là, c'est-à-dire un homme que j'aimais beaucoup, mon parrain qui était tout à fait un type extraordinaire, qui s'est opposé à Duvalier, qui est un juriste reconnu dans le monde entier, c'est un constitutionnaliste, un humaniste, et qui était affublé par une grave maladie que je ne comprenais pas à l'époque. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de jouer au piano? Et puis chaque fois qu'il touchait la partition, il était envahi par une contamination. Et nous y sommes dans l'idée de la violence du valliériste contre cet homme, le symptôme, l'obsessionnalité et le droit. C'était un juriste. En cet homme-là, Adrien Douillon, il réunissait en lui toute la contradiction, la vulnérabilité à la violence, la résistance aussi à la violence, et
la cure par l'art, par la musique. Bon, voilà les hommes qui m'ont... Duvalier l'a gardé en prison chez lui, en prison, pendant au moins 20 ans. Ouais, en résidence surveillée. C'est une torture épouvantable. Donc quand j'allais le voir, je passais par une aide-soldat. Il était en prison chez lui avec des soldats devant la porte pendant plus de 20 ans. L'écriture est donc arrivée à partir de ces hommes-là, à partir de ces femmes-là. Les femmes ont aussi occupé une grande place dans ma vie maintenant sur le plan fictif. Alors, il n'y a rien de mieux que de rentrer en littérature tout de suite, je peux, pour illustrer cette question. Je vais commencer par peut-être par Saint John Perse. Voilà. Je crois que c'est intéressant de commencer par Saint John Perse parce que Perse a été un modèle important sur le plan littéraire. Aimé Césaire et Perse, et puis bon, Césaire, j'ai fait un acte manqué. Ses œuvres étaient sur ma table ce matin, je les ai oubliées. Et voilà un père renié, peut-être, par cet acte manqué. En fait, j'étais entre Césaire et Perse, je suis toujours entre Césaire et Perse, je les lis tous les jours, régulièrement. J'ai lu le cahier je ne sais pas combien de fois, je le connais quasi par cœur, donc je peux le citer. Et puis Perse aussi, vous voyez, voilà Perse, ça vous dit un peu l'aspect biblique, presque. Il y a mieux de commencer par les gens qui vous ont marqué. C'est dans Images à Crusoé. Voilà une évocation de vendredi. Rire dans du soleil, ivoire, agenouillement timide, les mains aux choses de la terre. Vendredi, que la feuille était verte et ton ombre nouvelle, les mains si longues vers la terre, quand, près de l'homme taciturne, tu remuais sous la lumière le ruissellement bleu de tes membres. Maintenant, l'on t'a fait cadeau d'une défroque rouge. Tu bois l'huile des lampes et voles au garde-manger. Tu convoites les jupes de la cuisinière qui est grasse, petit sang de poisson. Tu mires au cuivre de ta livrée, tes yeux devenus fourbes et ton rire vicieux. Voilà une dénonciation du mythe de Robinson Crusoe. Dans Images à Crusoe, nous avons la question du droit et la question de la transformation de celui qui habitait d'abord l'île en quelqu'un devenu fourbe et vicieux. Robinson Crusoe est un des rares mythes, avec Faust et Don Juan, un mythe moderne de la littérature occidentale. Or, la question du droit et de la violence coloniale se pose dans ce petit portrait extraordinaire de celui qui habitait l'île avant l'arrivée de Robinson et qui désormais on t'a donné des frocs rouges. Tu bois l'huile des lampes. Tu voles au garde-manger et tu convoites des femmes grasses qui sont des poissons. Alors qu'au départ, c'est rire dans du soleil. Il y a ivoire, les mains aux choses de la terre. Vendredi, que la feuille était verte et ton ombre nouvelle. Les grandes envolées rythmiques de Perse. Et dans ce poème, on sent la dénonciation coloniale, c'est-à-dire la question du droit. Robinson arrive dans l'île et dit « c'est à moi ». C'est une expropriation. Il dit, on parlait de droit et de violence, c'est une expropriation dans la mesure où Robinson dit la terre appartient à celui qui la travaille et les bêtes seront dressées et la culture civilisée.
c'est dans Daniel Defoe. Hein. C'est bête sur le dressé de l'utiliser. Et vendredi devient un faire-valoir de cette expropriation à ses propres dépens. Donc la question du droit se pose, et de la violence se pose dans cette dénonciation. Et je dois vous dire que Semyon de Perse est un descendant de Becquet, c'est-à-dire de planteurs français. Semyon de Perse est un poète de la Guadeloupe, de la France donc, qui a quitté la Guadeloupe à l'âge de 10 ans. Je me suis beaucoup identifié à Semyon de Perse aussi, puisqu'il a quitté son île à 10 ans, un peu, il a quitté à 10 ans, il est allé faire ses études en France, il est allé faire mes études en France, et puis j'ai finalement connu très bien la famille ancillaire, les amours ancillaires de l'oncle de Semyon de Perse. L'oncle de Semyon de Perse a eu des amours avec une domestique, à Guadeloupe. Et je suis entré en contact avec cette famille, très très intimement. Ils m'ont montré des choses extraordinaires. Semyon de Perse, par exemple, avait un cahier où à côté il y avait les mots français et à côté les traductions en créole. Il y avait avant. Et j'ai rencontré la cousine de Semyon de Perse, donc, qui l'appelait Alexis. Moi, j'ai Semyon de Perse. Alors elle a joué avec Alexis dans la plantation. Hein, vous vous rendez compte? Alors on m'a invité au Matouba, on m'a invité à Bois debout, dans les maisons de la famille Becquet. C'est-à-dire que la famille ancillaire, la famille issue de la domestique, n'avait pas le droit d'entrer là. Moi-même, je suis entré là, on m'a fait visiter la plantation, les descendants Becquet, et j'ai vu les scènes et les voiliers qui passaient à hauteur de la tôle et tout ça, les vers de Semyon de Perse lorsqu'ils regardaient passer les voiliers qui allaient aux Saintes du Matouba. Hein. Donc je me suis imprégné profondément. Je suis allé sur le cimetière familial au Matouba où il y a la tombe de la petite sœur de Semyon de Perse. Et on m'a fait cadeau du premier poème de Perse écrit à l'âge de 14 ans, qui a été publié, qui n'est pas dans la Pléiade. Donc, me voilà dans une véritable dévotion pour Perse, pour Césaire, plus encore pour Perse, parce qu'il y a des côtés scientifiques chez Perse. Perse était entomologiste, chimiste, il y avait rapport à la science dans son discours du prix Nobel, il le dit très nettement, c'était un ami également d'Einstein, il correspondait, donc il y avait un rapport à la science qui m'appelait, qui m'enchantait davantage qu'avec Césaire. Césaire, c'est le volcanique et l'éruption du discours sur le vénéalisme, et puis immense poète qui m'a beaucoup habité. Mais Perse, il y avait quelque chose d'autre. J'étais dans des hauteurs qui, et comme j'étais médecin, j'étais dans des hauteurs qui confusément me parlaient davantage. Donc si bien que je commence à écrire très tôt, je vous disais qu'enfant, et je commence à écrire mes petits poèmes. Et récemment, ma mère m'a dit, pour ce prix du Québec, on me demandait, la journaliste me questionnait sur mon parcours, alors j'en ai parlé à ma maman, qui m'a dit qu'il y avait toujours, quand on faisait la lessive, il fallait faire attention de fouiller mes poches, parce qu'il y avait toujours des petits bouts de poèmes que je laissais traîner partout dans mes vêtements. J'ignorais que l'amnésie infantile avait complètement recouvert ces petits bouts de papier, et elle m'a dit que je les ai conservés, quelques-uns, sans jamais t'en parler, etc. Donc, le rapport à l'écriture est arrivé parce que quelque chose était tombé en moi, une espèce de fécondation de la parole. Très tôt, le rapport à l'écriture, à l'écrit, à la langue, et aussi au fait que, enfant, j'étais affublé d'un bégaiement important et que la poésie me permettait de retrouver mon souffle. Que mon père, qui était d'une sévérité toute janséniste comme ça, tout pesé, me disait vous reviendrez réciter ce poème quand vous l'aurez appris, convenablement. Pourtant, je ne ratais pas
un mot, je connaissais par cœur le poème. C'était pas assez pour lui. Il avait bien raison parce que on n'atteint jamais le poème. C'était ma première leçon qu'en fait, c'est comme le mythe de Sisyphe, on n'atteint jamais la perfection et qu'il fallait recommencer sans cesse. Et c'est comme ça que j'ai commencé à publier en même temps que je faisais mes études. J'écrivais pendant mes études de médecine, je n'ai pas publié, j'ai publié à la fin de ma résidence, de ma spécialité en 1987. Le premier livre s'appelle Tribu. Je n'ai pas emmené là, mais je vais vous parler de Vétiver. Je pense que Vétiver, puisque Michel l'a emmené. Hier soir, avant de venir, je causais comme ça. Puis je réfléchissais à ce que j'allais dire ce matin sur la question du droit et de la littérature. Pour me rendre compte que, tout d'abord, l'Oedipe de Sophocle, l'Oedipe roi de Sophocle, est le socle du rapport entre droit et littérature. Sophocle écrit ce texte, cette pièce, cette tragédie, à un âge avancé. Sophocle a une première famille, il y a des enfants âgés. Il va tomber amoureux d'une jeune femme, alors qu'il a presque 70 ans. Et cette jeune femme va lui faire un petit garçon, qu'il va appeler Sophoclès, comme lui, et dont il tombe éperdument amoureux. Vous savez, les hommes âgés qui ont une deuxième vie. Ce petit garçon va être le bonheur de cet homme âgé, et il va tout lui donner. Ses biens, ses affaires, hein, on voit ça. Hein. Et son fils aîné va le traîner devant les tribunaux pour démence. D'Alzheimer peut-être. En disant ce vieux grincheux là, hein, est en train de dilapider le patrimoine familial. Non mais c'est vrai, vous savez, c'est... Alors, ce vieil homme est en train pour la, soi-disant, pour Sophoclès son fils, mais en fait, c'est derrière ça, il y a la jeune femme là, de 25 ans, avec quasiment 40 ans d'écart entre eux. C'est elle qui est derrière ça. Il est totalement confus, désorienté. Aujourd'hui, on l'aurait traîné dans un asile pour personnes âgées. Alors, son fils aîné, les enfants du premier lit, le traînent devant la justice athénienne, et Sophocle va écrire l'Oedipe roi, qui est son plaidoyer. Il va dire au juge, en parlant de lui à la troisième personne, si Sophocle a pu écrire cela, c'est qu'il n'est pas dément. Et il a été relaxé. Magnifique. Donc, l'Oedipe roi est à la base du rapport entre droit et littérature, dans la mesure où la tentative des enfants du premier lit est un parricide symbolique également. Donc on est vraiment dans une mise en abîme, puisque c'est une tentative de tuer le père en disant qu'il est dément et qu'il a perdu sa raison et sa logique, et qu'il dilapide ses biens qui leur appartiennent au bénéfice de ce petit Sophoclès qui est comme une jouvence, une seconde vie, une seconde jeunesse, une renaissance. À partir, bien évidemment, de la tradition, il y a plusieurs versions d'Oedipe en tout ça, donc à partir de la tradition orale, Sophocle a repris cela. Donc il y a un premier parricide et il y a une première défense au moyen de la littérature, où les rapports entre droit et littérature sont profondément intégrés. La littérature dans le droit, puisque c'est d'abord quelque chose de littéraire, mais aussi le droit d'utiliser la littérature comme défense. Cette réflexion me conduit à Vétiver.
je ne m'étais pas rendu compte, et je vous remercie de cette invitation. Je vous remercie de cette invitation parce qu'un livre, vous savez comment c'est, il est commenté, l'auteur lui-même ne sait pas trop ce qu'il y met, c'est bien ça la littérature, puisqu'il y a une place vacante occupée par le lecteur. Cette place vacante est de plus en plus occupée, puisque les gens commentent, il y a des, etc. Et il y a une dimension de ce livre qui m'est apparue hier soir, grâce à vous. Je vous en remercie du fond du cœur. C'était pour moi très émouvant. Vétiver est un plaidoyer. C'est la justice. Parce que mes oncles possédaient une usine d'huile essentielle. Le livre leur est dédié. La dédicace dit à mes oncles qui m'ouvrirent les yeux à la beauté des alambics. Alors, quand j'étais gosse, mes oncles construisaient une usine d'huile essentielle. Le vétiver étant des racines, une plante verte, et vous portez tous ici du vétiver pour ceux et celles qui portent du parfum, car c'est le fixateur de tous les parfums. C'est boisé, et même quand ce n'est pas indiqué dedans, on met toujours du vétiver qui fixe les autres parfums. Donc, ma famille, une famille industrielle qui était... Pourquoi je vous dis que c'est un plaidoyer de justice, et sans fausse modestie, je ne m'étais jamais rendu compte de cela. Mes oncles avaient construit une usine, et Duvalier les avait expropriés. Et pour cela, ils ont payé 7 années de prison, parce qu'ils avaient refusé de signer un contrat léonin. Le ministre Cambronne, je me suis rappelé de son nom, on a envie de dire le mot, le ministre les avait convoqués au ministère du Commerce et leur avait mis devant le nez un contrat et qu'ils devaient signer. Et qu'ils vendaient le contrat, qu'ils vendaient leur usine, soi-disant, au gouvernement. Une espèce de pseudo-nationalisation. Et mes oncles ont refusé. Et ils ont brisé le crayon. Je sais pas, ils lancé le crayon au visage du ministre. Ils ont payé chacun 7 années de prison. Et cela, je n'avais pas vu cela. Qu'en fait, il s'agit, un peu comme le dit, d'un plaidoyer contre une expropriation et une injustice, contre une violence, contre pas seulement une mémoire familiale, et c'est une vision du livre qui est différente. En fait, c'est une vision complémentaire. Et cette vision commence aussi par un petit rappel sur le droit, puisque nous y sommes. C'est la question qui est posée au tout début du livre, la toute première page, un incendie de la ville d'Écailles le 23 février 1911. Alors, la ville est incendiée, et là, ma famille m'a toujours dit que ce sont les commerçants syriens, libanais, qui ont brûlé la ville pour une histoire d'assurance. La Lawrence. Eux étaient assurés à la Lawrence. Et les indigènes, commerçants, eux n'étaient pas assurés. Et les commerçants syriens ont eu, donc c'est un incendie criminel, ont eu des remboursements par la compagnie d'assurance. Cette anecdote est restée dans ma mémoire d'enfant, puisque mes parents ont perdu toutes leurs affaires dans cet incendie, mais n'étaient pas remboursés par la Lawrence. C'est une question du droit qui est posée aussi.
tout d'un coup, j'ai vu Vétiver comme un autre livre, grâce à vous. C'est-à-dire un livre où c'est un plaidoyer pour la justice, contre un incendie criminel, contre une expropriation, contre des violences, et que le droit devient consubstantiel à la littérature, sur ce point de vue-là. Chaque page de ce livre, désormais, m'apparaît comme d'un autre. Je n'avais pas fait ces liens du tout au départ, parce qu'ils étaient là, dans un sous-texte. Et c'est bien ainsi. C'est bien ainsi qu'un livre échappe à son auteur, dans ces conditions-là. Il y a aussi, sur la question de la migration, le 3e chapitre, à la page 57, 57-58, non, pardon, le 2e chapitre. Le 2e chapitre, on peut dire la même chose que le 3e. Le 2e chapitre est consacré à Vaïna, à la page, le 2e chapitre, autour de la page 37. Vaïna, illustre servante. La tradition littéraire d'honorer les servantes est très ancienne. Vous vous rappelez d'Euryclée, la servante d'Ulysse? Tout de suite. Euryclée a un rôle essentiel dans la reconnaissance de l'identité d'Ulysse. C'est elle qui, en lui lavant les pieds, reconnaît la blessure. Vous vous rappelez également de la servante d'Énée dans les Énéides. On va fonder une ville en son nom. Ovide va utiliser. Mariette, la servante de Charles Baudelaire. Les morts, les grandes morts, de grandes douleurs. Celle dont vous étiez jalouse. Il parle à sa mère de Mariette. Celle dont vous étiez jalouse qui aujourd'hui dort sous la pelouse. Nous devrions humblement lui apporter des fleurs. C'est extraordinaire ce poème à Mariette, la servante. Donc il y a une tradition très profonde de la deuxième mère. Or, cette deuxième mère, c'est une migrante. Vaïna vient du pays d'en dehors, de l'arrière-pays haïtien. Et elle vient frapper à la porte de ma maman un jour. Et ma mère me dit, mais elle dit, je sais que vous avez, j'ai besoin de, je voudrais travailler chez vous. Et ma mère me dit, mais l'enfant a déjà quelqu'un. Ma mère a déjà une bonne qui s'occupe de moi. Et elle dit, c'est pas grave. Et ma mère me dit, pour une raison que j'ignore, je lui dis oui. Et Vaïna va marquer ma vie de façon, au point où il y a un poème des années plus tard qui lui est dédié. C'est une migrante, elle vient de la paysannerie, elle arrive en ville, et ma mère me dit, elle n'est jamais retournée chez elle. Même quand elle avait des jours de congé, elle ne rentrait pas au village natal. Comme si quelque chose s'était passé dans son histoire qui lui interdisait de retourner. Comme si aussi, quand on part, on ne revient pas sur cette race. Même dans le même pays. Comme si elle était véritablement une étrangère. Une migrante de l'intérieur. Et cette violence-là, je l'ai beaucoup ressentie parce qu'elle m'a transmis quelque chose d'indélébile qui reste en moi, qui est resté en moi longtemps, qui reste encore en moi. Alors, je vais vous lire un extrait. C'est à la page 37. « 38
38 et 39. Le vent dans la ramure faisait refluer leur voix. Elles désiraient passionnément être seules. Elles ne rêvaient qu'en secret de grands espaces vides. Vides de ses corps, lents, vides de voix. Quand le soleil a reparu, il était déjà tard. Il a ravine au loin et la mer. Elle put voir cette lumière à travers la crête des palétuviers qu'elle avait tant désiré. Elle s'arrêta sous le couvert d'un arbre. Sur les bancs publics, d'autres femmes très peu vêtues, de couleurs vives, lui firent des signes de la main. La lumière du jour l'avait séduite. Elle se sentait foudroyée, jetée comme une étrangère dans une ville inconnue. Il lui semblait que la solitude fût un stigmate. L'indifférence, le mépris, le rejet parvenaient sournoisement à fissurer son corps. Elle longeait des portails en fer forgé dans le quartier appelé Gabion des Indigènes. Peu lui importait que les propriétés à l'abri des murailles couronnées de tessons fussent belles. Ses mains et ses avant-bras se mouvaient comme des ombres sans contour, déambulant jusqu'au parc, dédaignant les fleurs. Elle se sentit suffoquée de larmes qui se refusèrent à couler. Elle se mit à tousser, happée dans l'abîme de la gorge. Voilà son entrée en ville, que j'ai fictionnalisée à ma façon. Quel âge j'avais à l'époque? 8 mois, 9 mois, 10 mois. Donc c'est vraiment une mère, une seconde mère qui a laissé des traces indélébiles de sa souffrance. Et qui est restée à mon service pendant des années, au service de la famille, alors qu'il y avait quelqu'un déjà, et qu'elle a remplacé d'une façon... et j'ignorais, quand j'ai écrit Vaina, illustre servant, j'ignorais la réaction que ma mère aurait eue, parce que ma mère a réagi très vivement à ce passage. Hein, puisque c'est un peu le vers de Baudelaire, c'est elle dont vous étiez jalouse. Hein, donc elle a très vivement réagi. Je vais peut-être m'arrêter là, je peux reprendre, hein, si on a des questions, ou je continue, c'est comme vous voulez. On peut peut-être faire un tour de commentaires et questions, s'il y en a. Juste marquer une pause. Joël, il y a 12 ans, quand j'avais lu Vétiver pour la première fois, en traduisant le plaidoyer de Tuluna Mercado, qui s'appelle Un Estado de Memoria, elle-même, Tuluna Mercado, s'inscrivait dans une tradition sans trop s'en rendre compte. Sarmiento avait écrit Mi Defensa, ma défense. Et Mercado a écrit un récit de témoignage autobiographique, comme on appelle ça aujourd'hui, mais fille d'avocat, en même temps, elle faisait un plaidoyer, et le mot m'était venu à l'esprit pour elle, et je lisais Vétiver sans du tout penser à ce mot, alors que dans les parties 2 et 4, il y a indéfectiblement cette dimension-là. C'est intéressant, le préconscient, inconscient, donc cela, c'est une intuition, et puis maintenant, tu constates que cette dimension est là dès la première page du livre. Et elle rebondit plus tard, alors là, de manière très évidente, franche cette fois-ci, quand les hommes sont dévorés par les chiens et tout ça. Voilà, oui, il y a une dénonciation. Et là, il y a carrément la question de l'identité, c'est-à-dire sur le plan légal. À la page 128, il y a la question de la propriété. Voici ce que j'ai trouvé dans la réalité. Je suis allé fouiller à Basse-Terre, et je voulais... Basse-Terre, c'est la capitale administrative de la Guadeloupe, et je voulais trouver, sur le plan des archives, une langue archivistique que j'allais rendre poétique. Et donc je me suis amusé à récupérer des descriptions, des déclarations, des notes juridiques, alors ça vraiment de manière très, très consciente cette fois-ci, à la page 128, et je me suis trouvé dans les archives de la Basse-Terre. État des nègres épaves. Alors le nègre épave, à la différence du nègre marron. Le nègre marron, c'est celui qui fuit,
qui part en guérilla. Hein. Il quitte la plantation, et si on l'attrape, malheur à lui, on lui coupe mollet, tendon, machin, au fur et à mesure de ses fuites. Il y en a une qui a fini, on lui a coupé les 4 membres, hein, puisque chaque fois que vous fuyez, on vous coupe quelque chose, donc elle continue à fuir. Bon, alors, le marron, c'est le rebelle. Mais il y a une seconde condition. Le nègre épave. L'épave, c'est celui, vous allez voir, c'est celui qui traîne partout. Soit qui est malade, soit qui n'est pas utile, soit qui... État des nègres épaves détenus à la geôle de la Basse-Terre depuis plus de 2 mois, qui, s'ils ne sont pas réclamés d'ici au 31 juillet du mois présent, seront vendus à la diligence de monsieur le procureur et en présence de monsieur le commissaire central de l'administration. C'est fabuleux. Julien Cabre, âgé d'environ 35 ans, s'étant dit libre, ensuite appartenir au nommé Rémy, nègre libre, son grand-père maternel décédé à la Basse-Terre, à la geôle du 16 août 1810. Louis, nègre de la côte de Guinée, se disant libre de Porto Rico, n'ayant aucune pièce qui prouve sa liberté, à la geôle du 7 avril 1811. Ongèle, négresse créole d'environ 27 ans, s'étant dite à madame veuve Maupertuis du Moule, et méconnue par cette dame pour être sa propriété, à la geôle du 25 avril 1811. État des nègres, page 130. État des nègres marrons, alors ça c'est les autres, hein, détenus à la geôle de la Basse-Terre, à l'époque du 15 septembre 1815. Un nègre nouveau de nation Ibo, âgé d'environ 22 ans, ne sachant dire son nom ni celui de son maître. Alors ça c'est extraordinaire. Celui-là, je l'ai trouvé extraordinaire. Ne sachant dire ni son nom ni celui de son maître. Celui-là, il refuse tout. Alors que Bétiver commence sur la question du nom. Ah là, effectivement, commence sur la question du nom. Bon, alors, là c'est véritablement des archives légales. Là, je suis allé fouiller, de manière à ce que le droit, la littérature viennent s'interpénétrer. Je ne peux pas trouver d'exemple plus parlant pour dire la question de l'identité, que l'identité passe aussi par le droit, passe par le certificat de naissance, passe par le passeport, passe par quantité de pièces, de papiers, de documents que l'État nous délivre, qu'une autorité quelconque en tout cas, décide que c'est votre identité. Et cette question entre nègre épave et nègre marron, on voit combien l'administration est embêtée. Les nègres épaves réclament. Il y en a une, Angèle, qui dit « J'appartiens à madame Maupertuis ». Et madame Maupertuis dit « Mais je ne la connais pas, cette femme-là. Il dit « Méconnue par cette dame pour être sa propriété ». Angèle dit « J'appartiens à madame Maupertuis. Je suis l'esclave de madame Maupertuis ». Madame Maupertuis dit « Non. » Alors ça, c'est la nègre épave. Parce qu'elle est vraiment épave, elle cherche un ancrage identitaire. Fût-ce l'ancrage de la maîtresse. L'autre, à la page 130, c'est le nègre marron, nègre nouveau de nation Ibo. C'est-à-dire qu'il vient de débarquer. À peine est-il débarqué qu'il a marronné. Il a pris la fuite. On le rattrape. Il a 22 ans. Et il dit, il ne sait dire ni son nom, ni celui de son maître. Il marronne son identité. Je n'ai pas de nom, je n'ai pas de maître. Ni Dieu, ni maître. Je ne reconnais rien. Et je pense que c'est une des figures les plus émouvantes de la résistance à la servitude. Celui qui dit « Je n'ai pas de nom, je n'ai pas de maître et je ne reconnais pas votre autorité. » À la page 132, c'est vous qui êtes responsable de toutes ces affaires, parce que je n'avais, honnêtement, je viens d'une famille de juristes, je dois le dire. Mon père, ma mère, mon grand-père, à l'arrière de mon père. Donc, mon frère était également avocat. Donc, je suis habitué à... Et en fait, je dois dire également que, comme psychiatre expert, je suis à la cour une fois par mois. Pour des ordonnances de traitement, pour des ordonnances d'évaluation, lorsqu'il est question de la liberté du jugement des patients qui ont perdu leur jugement et qui sont dangereux devant le tribunal administratif. Donc l'interface entre
l'interface médico-légale est très présente dans ma vie quotidienne professionnelle. Dans la vie littéraire, c'est une autre dimension, mais elle s'interpénètre. Donc il y a une fascination pour le droit, pour le langage du droit. Page 130, alors là, c'est carrément les beautés de l'architecture prenaient place dans la lumière safran. Une euphorie un peu lourde agitait la ville. Le palais de justice jetait cette dernière marche de la mer. Séreuse soulevée de flux. Et derrière le modern style des façades blanches demeure la poésie d'Aliture. Je cherchais le déambulatoire, se tiennent des assises pour de sordides affaires de viol et de débauche. Qu'est-ce donc l'absence de vertu? Deux bougres de la Dominique écopent de prison ferme pour contrebande d'Haïtiens. Leurs bateaux saisis et les clandestins refoulés vers leur patrie féroce. Là, je suis... Je ne peux pas être... Hein, je suis allé... Ce passage-là, il est réel. J'étais à Basse-Terre, je suis rentré dans le palais de justice à cause de la beauté de l'architecture. La Basse-Terre ayant été détruite par des cyclones et des tremblements de terre, le gouvernement français, dans les années 40, a envoyé un architecte à Liture, d'origine algérienne. Architecte français, grand artiste du modern style, du Jugendstil européen, et qui a inondé les Antilles françaises de magnifiques bâtiments de la modernité contemporaine. Si vous voulez voir des beaux bâtiments du Jugendstil, c'est aux Antilles qu'il faut aller les chercher. Hôtels, palais de justice, administration publique, voire même maisons privées, puisque les gens, éblouis par cette fluidité de lignes et la qualité de cette architecture, ont intégré le langage architectural dans leur propre maison privée, dans un langage vernaculaire, architectural, cette fois-ci. Donc on voit la dissémination, la contamination, nous y sommes, la contamination du langage architectural d'Aliture, grand architecte, d'origine maghrébine. Vous voyez le circuit, et qui vient construire des bâtiments de toute beauté. Alors moi, passionné par cette architecture, j'entre dans le palais de justice. Et j'entends des appels ambulatoires, des assises, et on me parle. Je rentre dans une salle d'audience, et j'assiste in situ à un procès sur la question de la migration et de la violence, de la clandestinité, où il y a dans ce poème une interpénétration entre ma passion architecturale, c'est-à-dire cette esthétisation de la justice, et qui, derrière cette esthétisation, il y a des véritables problèmes de migration, de clandestinité, de violence, qui traversent tout le livre, en fait. Et cette Guadeloupe-là, ces réfugiés haïtiens-là, sont l'écho de l'arrivée de mon ancêtre, François Rigaud, à la Guadeloupe en 1800, comme réfugié lui aussi, chassé de la guerre du Sud par Toussaint Louverture. Vous voyez, c'est une façon d'évoquer l'arrivée, les problèmes des migrants haïtiens, et ce sont des bougres de la Dominique, l'île à côté, la toute petite île, entre, vous avez donc la Guadeloupe, la Dominique et la Martinique, et Sainte-Lucie, un petit chapelet d'île, et de la pointe sud de la Dominique, vous voyez la pointe nord de la Guadeloupe. Non, de la pointe sud de la Dominique, vous voyez la pointe nord de la Martinique. Vous connaissez bien. Et de la pointe sud de la Guadeloupe, vous voyez la Dominique. Donc, toutes ces îles sont des lieux de contrebande depuis la colonie, de passage, de clandestinité. Donc, ce passage-là, à la page 132, ne saurait dire mieux les rapports complexes qu'il y avait entre le palais de justice lui-même comme bâtiment, comme maison de justice, comme lieu de justice, et aussi comme, si vous voulez, signature même de l'État sur le plan administratif,
mais que Alitur a rendu, qui est d'une beauté et qui reste, ces bâtiments bâtis dans les années 40 restent encore aujourd'hui de magnifiques exemples d'architecture modern style, et qui va donner plus tard le Corbusier et le classicisme. François? Oui. Deux types de questions. Une interruption. C'est bien. C'est bien. Exercice de la violence. Vas-y. Totalement, il y en a qui sont de la curiosité historique, bon, sur ce que vous avez dit, l'histoire de votre famille, donc plus de la socio, ça c'est autre chose. Mais c'est là ce que vous venez de... Ce dont vous venez de témoigner d'une certaine manière, moi m'interroge énormément sur le projet lui-même, et sur ce qu'on fait comme universitaire quand on commence à regarder des œuvres littéraires ou des œuvres picturales, peu importe, disons de créateurs, alors qu'on n'est pas du tout des créateurs. Là, vous dites, vous réinterprétez, si j'entends bien, vous venez de réinterpréter une partie de votre vie familiale, du roman familial, en mettant le droit. Alors qu'au départ, il n'était peut-être pas aussi présent, il était peut-être plus vécu sur le mode de l'humiliation, de la colère, de la rage politique. Là, on dirait que vous réintroduisez le droit comme une dimension. Ce qui m'interroge, je ne sais pas si c'est vrai, mais je sais ce que j'ai pu entendre, ce qui m'interroge, c'est, là, vous avez le droit de parler et de dire que vous vous le réappropriez et que peut-être ce qu'on vient de susciter chez vous n'est pas si mauvais que ça, c'est votre histoire. Vous pouvez... Nous, là, on va analyser des œuvres. Les auteurs ne seront pas présents. Ils n'auront aucun droit de réappropriation. Et moi, je me pose toujours la question de, on est en train de projeter un certain nombre de catégories d'interprétation. Alors, je connais la théorie de la réception du lectorat et tout ça, mais je me pose toujours un problème là-dessus, à savoir, on n'a personne en face pour se réapproprier ce qu'on raconte sur eux. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'est une première question. Si là-dessus, vous pouvez dire quel est votre feeling. Maintenant, au niveau historique, vous dites que vous êtes descendant de créoles. Donc en Haïti, si je comprends bien, mulâtre. Bon. Pas toujours mulâtre. Hein? Pas toujours mulâtre. Pas toujours, c'est ça, non. Non, les créoles, il y a des affranchis. Allez-y, terminez le point. Alors, ce qui m'intéressait, c'était de savoir pourquoi cet ascendant était opposé à Toussaint Louverture. Sur quoi il était opposé exactement? Et puis, ça, alors dans ma tête, moi, ça posait toute la question de la hiérarchie raciale, de couleurs. Alors ça m'intéressait de vous entendre là-dessus. Et puis l'autre chose qui m'a beaucoup étonnée, c'est, dit crûment, l'absence de préjugés racistes à Brébeuf. Dans les années 40, on est chez des jésuites, qui ne sont pas particulièrement ouverts sur cette question-là dans l'histoire. Nous sommes dans les années 70. 70, oui, c'est vrai. Mais même. Ils n'ont jamais été très... Donc c'est sur ces deux points d'histoire.